Eh bien, on va donner la parole maintenant à Pierre-Fleury Chaillot, qui remplace Monsieur Philippe Charlier, qui a été empêché, et qui va aborder un sujet fort intéressant, qui est des recherches paléopathologiques actuelles dans les catacombes de Paris. Il va nous dire, c'est le cimetière des Saints-Innocents, ça, je pense. Voilà, bonjour à tous, donc je me présente, Pierre-Fleury Chaillot, je suis interne dans le service de médecine légale de Garches et j'ai effectué un travail avec Philippe Charlier qui n'a malheureusement pas pu venir ici sur les ossements des catacombes de Paris. Voilà, ossements que j'ai pris malheureusement pour moi sans gants, donc on verra dans les années à venir. Donc c'est un travail qu'on effectue également avec l'aide du musée Carnavalet de Paris, notamment Catherine Decor. Voilà, donc c'est des recherches paléopathologiques dont le but est d'essayer de répertorier, d'essayer de diagnostiquer un maximum de maladies osseuses sur les ossements qu'on retrouve dans les catacombes de Paris et, si possible, d'approcher le plus précisément possible les habitudes médico-chirurgicales de l'époque ou éventuellement les habitudes sociales ou religieuses de nos ancêtres parisiens. Donc l'exposé va être en deux parties. Une première partie, je vais faire un rappel historique, ou plutôt l'histoire en fait, de la naissance des catacombes de Paris. Et la deuxième partie de l'exposé, excusez-moi par avance, ce sera une sorte de catalogue où je vais présenter un petit peu les ossements les plus intéressants qu'on a prélevés dans les catacombes. Donc premièrement, un rappel historique donc, de la naissance des catacombes de Paris. Et tout d'abord, Paris du XVIIIe siècle, Paris de la fin du XVIIIe siècle, qu'est-ce que c'est ? C'est une ville d'environ 600-650 000 habitants, notamment dans Paris intramuros, qui s'étend sur les 6 à 7 premiers arrondissements de Paris. Et l'habitude à l'époque est d'enterrer les morts au plus proche de la divinité. Donc les corps, les squelettes secs sont placés dans les enceintes des cimetières, sont placés dans les caveaux, dans des cryptes. Et on retrouve notamment de véritables ossuaires avec des squelettes secs, notamment dans les combles des lieux saints, notamment ici dans une église, ou dans les fondations. Donc il y a une problématique qui naît à l'époque, c'est la cohabitation mort-vivant. Donc on a 650 000 habitants, je le dis à peu près à Paris, vivants, et il y a environ 6 millions d'individus dans les cimetières, dans les ossuaires, qui ont été enterrés entre la fin de l'époque, ou début des époques des Mérovingiens, 5e, 6e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc 6 millions de morts pour 600 000 vivants. Donc, au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a plusieurs rapports de l'Académie royale de médecine et de chirurgie, avec notamment de nombreux médecins de la faculté de Paris, médecins et chirurgiens de la faculté de Paris. Ils pointent le doigt sur des problèmes de salubrité, notamment d'insalubrité au contact des cimetières. Donc avec la notion de contagion qu'on a vue tout à l'heure, qui pose problème. Les médecins tirent la sonnette d'alarme, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les autorités publiques font la sourde oreille. Les populations parisiennes n'en sont pas forcément inquiètes et les rapports restent sans écho. Un événement va survenir le 30 mai 1780, rue de la Lingerie. Donc c'est une rue qui borde le cimetière des Innocents, qui était à l'époque le plus grand cimetière de Paris, un des plus vieux aussi. C'est actuellement au niveau du Forum des Halles, à côté de l'église de Saint-Eustache. Il y a, donc, rue de la Lingerie, il y avait un cabaretier, donc une sorte de brasserie. Et lors d'un banquet un soir, les murs de la cave s'écroulent et il y a des mètres cubes de cadavres en état de putréfaction, des mètres cubes de squelettes qui déboulent au sein du banquet. Donc la population parisienne commence à se rendre compte qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il y a une promiscuité mort-vivant trop importante et qu'il faut prendre des mesures. Quelques mois s'écoulent et le 4 septembre 1780, le Parlement de Paris décrète une fermeture du cimetière des Innocents. Mais cette mesure va rester donc bien évidemment sans effet, puisqu'au lieu de déposer les cadavres dans le cimetière des Innocents, les Parisiens vont mettre leurs morts dans les 200 autres cimetières de Paris. Quelques années s'écoulent et le 9 novembre 1785, le Conseil d'État décide de transférer, de vidanger l'ensemble des cimetières parisiens dans les carrières de la Tombissoire. Dans les carrières de la Tombissoire, donc, ce sont d'énormes galeries souterraines, d'énormes carrières, dont le but au départ était de prélever le calcaire pour faire des habitations. Et donc on a sous terre donc, des galeries, et donc on décide de vidanger les cimetières, de placer l'ensemble des squelettes, l'ensemble des ossements, l'ensemble des cadavres dans ces galeries. Donc la Tombissoire, c'est au sud de Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement actuel de Paris. Et donc, en 1785 et jusqu'en 1814, il y a d'énormes processions qui vont être organisées de manière systématique à la tombée de la nuit. Donc les soirs, il y a des prêtres qui entonnent des chants funèbres, d'énormes processions avec des chariots de squelettes, des chariots de cadavres, putréfiés ou pas, drapés de noir, et d'énormes processions. Et les cadavres sont jetés dans des puits d'aération, des carrières, et réceptionnés donc en 20 mètres en contrebas environ par des fossoyeurs. Il y aura quelques vidanges après de manière plus épisodique. En 1859, la dernière aurait eu lieu en 1870. Donc au total, 6 millions de Parisiens, donc, comme je vous ai dit, des Mérovingiens au XIXe siècle, vont se retrouver donc, sous nos pieds, dans les carrières, donc initialement de la Tombissoire. Donc c'est la véritable naissance des catacombes, qui est le plus grand ossuaire, la plus grande nécropole du monde.
Donc la présentation actuelle des catacombes, on la doit au vicomte de Thury, qui était ingénieur des mines et également nommé inspecteur général des carrières de 1808 à 1831. Il a eu la bonne idée de réceptionner et de diriger un petit peu les fossoyeurs et de présenter de manière assez romantique, de manière assez théâtrale, l'ensemble des ossements des catacombes de Paris. Donc les catacombes ont été ouvertes à la visite à peu près à partir de la moitié du 19e siècle, et c'est grâce à lui. Donc il a rangé les ossements, vous allez voir quelques photos de manière assez symétrique, avec un empilement d'os longs, l'empilement également de crânes, et il a créé quelques petites salles avec on va dire des stèles, des voûtes en l'hommage des morts. Donc voilà deux plans donc, des catacombes de Paris. Le plan de droite qui est assez actuel, qui montre un petit peu donc, les galeries souterraines. Donc l'entrée s'effectue un place d'enfer Rochereau, donc c'est ouvert au public si vous les avez jamais vus. Les catacombes, c'est à peu près 20 mètres sous terre. Il y a une humidité très importante de 90 à 100%, donc qui notamment altère les eaux. Il y a une température assez fraîche d'environ 14 à 15 degrés, et on se promène, donc il y a à peu près 1h30 de visite, et où on a affaire à de très nombreux ossements. Donc la particularité de ce plan, c'est qu'on voit donc, à la lettre F, cabinet d'ostéologie. Donc à l'époque, on a retrouvé qu'il y avait déjà des médecins et des chirurgiens de la faculté de médecine de Paris qui avaient assisté à de nombreuses exhumations de cadavres dans les cimetières parisiens, qui avaient également réceptionné les corps avec les fossoyeurs, et qui avaient déjà mis de côté, qui avaient déjà étudié les ossements qui leur paraissaient les plus intéressants, et avaient formé un véritable cabinet d'ostéologie. Malheureusement, ce cabinet a été vandalisé en 1870, puis détruit par un éboulement en 1892, et toutes les données ont été perdues. Donc on n'a pas pu être aidé par leurs données, et donc on essaye modestement de recréer un petit cabinet d'ostéologie si c'est possible. Voilà une photo donc, prise donc, à l'intérieur des catacombes. Donc voilà comment c'est présenté. Donc on a des plaques de calcaire avec les ossements, avec leur origine, on va dire, présumée, couvent des Carmes, place Maubert, donc dans le 5e arrondissement de Paris, et la vidange aurait eu lieu le 25 janvier 1814. Un autre exemple, avec une plaque de calcaire là, sous forme de croix, cimetière Saint-Esprit, donc proximité de République, 7 novembre 1804. Donc on voit cet empilement très symétrique, un peu romantique, donc avec les crânes, les os longs. On voit notamment de nombreux tibias et de nombreux fémurs. Voilà, une photo donc, un petit peu plus zoomée sur un mur, un mur qui nous est présenté, un mur d'ossement qui nous est présenté dans les catacombes. Donc c'est là que commence notre travail. Donc la première limite du travail, c'est d'arriver à différencier les os pathologiques. Donc là, notamment, on a un os coxal avec un cotyle qui présente manifestement donc, une véritable collerette ostéophytique typique de coxarthrose, excusez-moi. Et on a par contre à côté très nombreux ossements, donc notamment cette extrémité de fémur, avec une perte osseuse assez importante, qui sont des lésions taphonomiques, donc des lésions posthumes, survenues lors du transfert des corps éventuellement, par l'action des fossoyeurs ou éventuellement des touristes. Donc on a déjà la première difficulté, c'est différencier ce qui est pré-mortem ou périmortem, et ce qui est post-mortem et pas du tout pathologique. On a par exemple là aussi une voûte crânienne partielle, à cet endroit-là, donc un morceau de voûte crânienne. Un autre exemple là, donc dans le cadre de dégradation accidentelle ou dégradation délictuelle, donc là il y a un effondrement d'un mur d'ossement, ça peut nous permettre, c'est une sorte de chance pour nous, ça nous permet d'accéder à des ossements qui sont derrière tout ce qui nous est présenté. Il y a parfois 10 à 15 mètres de recul derrière les murs d'ossements, et dans ce cas-là, on peut avoir accès à quelques ossements pathologiques qui pourraient être cachés. Donc on va commencer donc, un petit peu tout ce qu'on a retrouvé pour l'instant, et je vais les ranger les ossements en fait, par provenance d'origine supposée, sous réserve de transferts secondaires qui auraient pu avoir lieu pour raison de consolidation ou de restructuration. Donc voilà, là, premièrement, donc, les ossements en provenance du cimetière des Innocents. Donc, on a retrouvé tout d'abord ce crâne. Donc, je vous présente que les ossements pathologiques. Donc ce crâne, vu de face, donc, qui présente des lésions de rhinite chronique, avec au niveau des fosses nasales une hypertrophie des couennes et des cornets, avec un aspect inflammatoire. Donc on a un aspect un petit peu mité et complètement hypertrophique, qui est typique de rhinite chronique, qui était une pathologie donc, fréquente à l'époque, à l'heure actuelle aussi. Deux os longs, donc un tibia gauche en haut, vu de face, avec la malléole interne en dedans. On a une lésion donc, typiquement taphonomique à la partie supérieure, donc qui ne nous intéresse pas, ici. On a un fémur droit de face également. Et donc, sur ces deux ossements, on a mis en évidence des lésions d'ostéomyélite chronique, comme en témoigne donc, l'hypertrophie osseuse, notamment au niveau du fémur. Donc là, il y a une franche hypertrophie osseuse. Et notamment au niveau du tibia, il y a un aspect de périostéite avec un aspect un petit peu criblé, infractueux quand on touche à la main. C'est typique donc, d'ostéomyélite chronique. Voilà, le diagnostic différentiel qu'on aurait pu évoquer éventuellement, ça aurait été une maladie de Paget avec l'hypertrophie osseuse, mais il n'y a pas de déformation osseuse, notamment lame de sabre, qui aurait pu appuyer ce diagnostic. On a aussi, au niveau de l'extrémité inférieure du fémur, on avait 3 petits orifices fistuleux,
qu'on a mis sur le compte de fistulisation d'abcès de Brody, donc des collections purulentes enquistées centromédulaires, centro-osseuses, qui seraient fistulisées par là. Donc une photo donc, d'un tibia gauche vu de face, donc on a la crête tibiale qu'on reconnaît bien, et au niveau de l'extrémité inférieure, donc là on met en évidence une fracture ancienne consolidée, donc quelqu'un qui a vécu après sa fracture, donc ça arrivait, avec une angulation assez nette et un cal vicieux très marqué. Donc pareil, il y a une lésion taphonomique à la partie supérieure qui ne nous intéresse pas. Deux fémurs gauche de face, donc partiels. Et là, on met en évidence donc, une incurvation antéro-postérieure, enfin une incurvation, transversale. Il y avait également une incurvation antéro-postérieure, donc typique de lésions carentielles en vitamine D. Donc il y avait des phénomènes de malnutrition, dénutrition très importantes à Paris il y a quelques siècles. Donc c'est typique donc, de rachitisme si c'était survenu chez un enfant ou d'ostéomalacie chez un adulte. Malheureusement, sur une pièce osseuse unique, c'est difficile de préciser si c'est un rachitisme ou une ostéomalacie. Une extrémité supérieure de fémur gauche. Donc, il était intéressant ce cas parce qu'il y avait deux types de lésions qui cohabitaient. Donc, une lésion taphonomique postérieure, donc avec cet aspect complètement irrégulier donc, de lésion, et une autre lésion typique de lésion faite sur os frais, qui correspond en fait à une section biseautée, spiroïde nette, franche, et qu'on a mis sur le compte d'une section par arme blanche tranchante. Voilà, donc un coup de sabre ou un coup d'épée qui aurait sectionné donc, le fémur. Là, on n'a aucun signe de cicatrisation, donc c'est très probablement une lésion survenue en périmortem ou en post-mortem immédiat. L'autre hypothèse serait éventuellement une fracture non consolidée, mais ce n'est pas trop la topographie habituelle. Des pièces thoraciques basses, donc des pièces vertébrales basses, donc on n'en a pas retrouvé beaucoup en bon état. Et là, donc on a, sur la photo de gauche, donc on a un thorax, enfin des pièces thoraciques basses vues en face postérieure avec les épineuses qui ont été lésées. Et sur la photo de droite, donc on a la même pièce osseuse vue à travers le canal médulaire. Donc ici, on a indéniablement une scoliose, donc avec une incurvation, donc avec une concavité droite. Il y avait également une gibbosité, avec une incurvation antéro-postérieure assez marquée. Et la surprise, c'est qu'on a une véritable fusion, une ankylose des pièces vertébrales basses. Donc ça, c'est typique de spondylodicite tuberculeuse. Donc c'est une scoliose secondaire, type tuberculeuse, donc mal de Potte, qui était assez fréquent à l'époque, et également une fusion costo-vertébrale. Passons maintenant aux ossements en provenance du cimetière Saint-Laurent, donc déposés assez tardivement en 1848. Une voûte crânienne partielle, donc on en a retrouvé beaucoup de voûtes crâniennes partielles, parce qu'il y a eu beaucoup de lésions. Donc c'est une vue interne, enfin vue d'en bas, avec les cavités sinusiennes frontales à l'avant. Et quand on fait une photo, quand on regarde à la coupe sur le versant de la voûte crânienne, on met en évidence donc une hypertrophie nette avec une voûte crânienne d'environ 1 cm d'épaisseur et une frange des différenciations corticomédulaires entre le diploé et la table interne notamment, et à moindre degré avec la table externe, avec un aspect dystrophique du diploé, avec un aspect un petit peu lamellaire. C'est typique de maladie de Paget. Ossements en provenance du cimetière Saint-Laurent, mais cette fois qui avait été transféré en 1804. Donc des exemples de lésions taphonomiques, notamment au niveau de ce crâne tout à droite, avec deux lésions très délabrantes, typiques de lésions de fossoyeurs. Donc les fossoyeurs prenaient les crânes au piolet ou à la pioche, donc il y a eu beaucoup de délabrement. Et ici aussi à gauche. Donc les deux fémurs qu'on a vus tout à l'heure, donc il y en avait un qui venait du cimetière Saint-Laurent, donc avec l'incurvation transversale antéro-postérieure typique de carence en vitamine D. Ossements de l'hôpital, en provenance de l'hôpital La Trinité. Donc ça nous a intéressé parce qu'on a vu au niveau des murs d'ossements, donc il n'y en avait pas beaucoup, mais on a vu qu'il y avait deux extrémités, donc, enfin deux os longs, sectionnés de manière nette, dans un diamètre antéro-postérieur, transversal. Et on a réussi, malheureusement, on n'a pas réussi à extraire la pièce du bas, on a réussi à extraire la pièce du haut, qui est ici, que je vous présente. C'est une extrémité distale de fémur, avec la lésion donc, qui est médiodiaphysaire, que je vous présente ici avec une photo zoomée. Et on voit nettement, à ce niveau-là, des traces des stries de sciage, ici, avec une butée postérieure. Donc, a priori, c'est un lambeau ou une pièce d'amputation distale. Il y aurait eu une scie avec la butée. Et donc, on peut éventuellement approcher, si possible, sous réserve, éventuellement l'étiologie. Donc on a un aspect un petit peu de périostéite aussi, avec l'aspect criblé au niveau du creux subtrochléaire, qui pourrait évoquer éventuellement une gangrène du genou, un aspect infectieux ou inflammatoire. Voilà, la particularité de ce cas, ce qui était intéressant, c'est de voir donc qu'à l'époque, les lambeaux d'amputation, contrairement à l'heure actuelle où ils partent avec les déchets médicaux, donc étaient placés en terre consacrée. Donc il avait été placé très probablement dans le cimetière de l'hôpital de la Trinité, puis transféré dans les catacombes de Paris. Un autre exemple, un tibia droit, donc avec la malléole interne ici, de face, et on a mis en évidence ici, au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, une franche apposition osseuse, très nette, qui était d'environ 1 à 2 cm,
qui est trop marquée pour être une simple enthésopathie du ligament rotulien, qu'on a mis sur le compte d'une maladie d'Osgood-Schletter. Ossement du cimetière de Saint-Landry. Donc là, on a retrouvé une voûte crânienne partielle qui nous a interpellés. Donc on a vu quelques lésions taphonomiques assez marquées. Et là, on a une lésion qui est totalement différente. Petite lésion arrondie à l'emporte-pièce, sans signe de cicatrisation, qui est typique en fait d'orifice d'entrée de projectiles d'armes à feu. On a l'orifice externe ici et l'orifice interne ici, avec un orifice externe de diamètre plus petit que l'orifice interne qui présente un aspect évasé. Et donc c'est typique, qu'on peut voir même actuellement en médecine légale notamment, d'orifice donc d'entrée de projectiles d'armes à feu. Il y a aussi une patine d'ancienneté au niveau de l'orifice interne qui présage que c'était une lésion donc périmortem, du moins qui est survenue au même moment que la mort. Ossement en provenance du cimetière Saint-Esprit. Voilà, je suis désolé, c'est un petit peu catalogue, mais très difficile à présenter autrement. Encore un exemple de maladie de Paget, avec une voûte crânienne partielle inextirpable, qu'on n'a pas pu enlever. Donc là, on voit l'hypertrophie osseuse qui est nette. Et bon, il n'y a pas de photo zoomée, mais c'était une maladie de Paget. Un fémur, donc, que je vous ai amené ici, si vous voulez le prendre. Je ne sais pas. Donc c'est un numérus que j'ai amené, donc il est très bien conservé. Et donc lui, on met en évidence ce numérus gauche, donc face antérieure avec la fossette coronoïde ici, donc un cal vicieux et une angulation assez marquée, donc typique de cicatrice, on va dire de cicatrice osseuse, de fracture spiroïde. Ossements de provenance inconnue, donc il y a tout un tas d'ossements qu'on a retrouvés dans les catacombes, dont la provenance n'a pas pu être attribuée. On n'a pas pu dire. Il faudrait faire un carbone 14, mais donc de provenance inconnue, donc un crâne donc en très bon état, qu'on a retrouvé comme ça en marchant. Donc là, il y a deux particularités intéressantes. La première, c'est qu'on voit sur cette photo de profil qu'il y a un diamètre antéro-postérieur qui est beaucoup plus important que le diamètre transverse. C'est une déformation, un type de dolicocéphalie. Donc il y a l'étiologie principale, c'est la craniosténose. L'étude des sutures s'est avérée normale. Donc on a mis ça sur le compte d'une déformation intentionnelle de type toulousaine, avec le langeage des enfants en œuf de Pâques qui se faisait à l'époque. Et c'est ce qui explique cette déformation. La deuxième lésion, c'est une lésion frontale paramédiane droite, avec un aspect de lyse osseuse, encore un aspect un petit peu mité de l'os, d'ostéite, de périostéite, qui est typique de lésions de syphilis tertiaire, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, avec des lésions osseuses appelées caries sicca. C'est le seul crâne qu'on a vu pour l'instant avec de la syphilis. Un autre crâne, non extirpable encore, donc il y avait beaucoup de crânes que malheureusement on a dû prendre en photo et on n'a pas pu étudier correctement, avec une lésion totalement différente des lésions taphonomiques posthumes qu'on a vues précédemment et qui correspond à une lésion en fait, d'un trou de trépan en cours de guérison, comme en témoigne la croissance lamellaire osseuse. Là, au niveau des berges du trou de trépan, on avait vraiment une repousse osseuse qui est typique d'un orifice osseux en cours de cicatrisation. Donc on n'a malheureusement pas pu prélever la pièce osseuse pour éventuellement essayer d'approcher le pourquoi de cette trépanation, une tumeur osseuse, un hématome, c'est impossible. On n'a pas pu la prendre. Un autre crâne très bien conservé, qui présente aussi une lésion donc, arrondie à l'emporte-pièce au niveau de la suture sagittale, environ 1,5 cm en arrière de la fontanelle bregma. Et donc cette lésion, pareil, qui présente aucun signe de cicatrisation, mais un petit aspect en pétale de marguerite, on avait l'impression, et qui est typique en fait des lésions faites au vilebrequin. Voilà, donc on n'a pas su dire, on n'a pas su pourquoi. Est-ce que c'était une lésion faite au vilebrequin, une sorte de trépanation pour diminuer une tension intracrânienne trop importante? On ne sait pas. Est-ce que c'est une lésion qui a été faite en post-mortem pour éventuellement une préparation anatomique, un embaumement? On ne sait pas non plus. Un fémur droit, donc là, vue postérieure avec une ligne âpre, et on met en évidence une apposition osseuse, une image lenticulaire d'addition, qui est typique d'hématome périosté calcifié. Voilà, donc il y a eu une lésion osseuse, il n'y a pas d'angulation, et on a mis ça sur le compte d'un hématome qui ne s'est pas résorbé, mais qui s'est calcifié. Pardon, j'ai bientôt terminé. Une mandibule, donc on n'a pas retrouvé beaucoup de mandibules, et notamment encore moins de dents. Donc il y a eu pas mal de phénomènes de changement de température entre l'humidité et la sécheresse, notamment sur Paris, et après la grosse humidité dans les catacombes. Et là, sur cette mandibule, on met en évidence au niveau de la première molaire inférieure droite, donc il y a une lésion de carie. Là, il y a une lésion de carie avec un volumineux abcès mandibulaire au niveau donc, de cette mandibule inférieure, qui est typique de carie délabrante, quoi. Voilà. Ça peut éventuellement être la cause du décès à l'époque, il n'y avait pas les antibiotiques. Donc, et on a également de nombreuses lésions de tartre qui peuvent être très intéressantes pour éventuellement étudier les habitudes alimentaires ou médicamenteuses de l'époque.
Le dernier cas intéressant, donc c'est un crâne qui a été vu, qui a été photographié dans les catacombes, mais qu'on n'a malheureusement jamais retrouvé. Donc il nous interpelle un petit peu. Il y a des lésions donc, arrondies à l'emporte-pièce, sans signe de cicatrisation non plus, tout un petit peu les mêmes. On n'avait aucune hypothèse particulière, mais en regardant un petit peu l'exemplaire et les crânes en collection au Musée de l'Homme, on a retrouvé un crâne similaire, qui était un crâne d'apprentissage de la trépanation. Est-ce que ça a été le cas pour cet individu? C'est possible aussi. Donc pour conclure, c'est juste aujourd'hui un bilan provisoire des recherches paléopathologiques sur les ossements des catacombes de Paris. On espère un petit peu dans les mois et les années à venir prélever d'autres ossements et essayer d'approcher un petit peu plus les habitudes médico-chirurgicales de nos ancêtres. Je vous remercie. Alors, une correction pour votre première plaque. Vous avez dit, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a eu des rapports de l'Académie de médecine. Alors, elle ne s'appelait pas comme ça. Ce n'était que la Société royale de médecine, créée en 1776, 2 ans après la mort de Louis XV, de la variole, donc, pour instruire le gouvernement. Et elle préfigurait l'Académie de médecine qui, elle, n'est née qu'en 1820, sous Louis XVIII. C'est un petit détail, mais quand même qui a une importance. Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous avez fait, ce travail de bénédictin. Ça intéresse beaucoup les historiens actuels. Ils font de la démographie historique. Ils peuvent avoir une idée de l'évolution des populations, de l'origine des populations. Alors, est-ce que vous vous êtes doublé d'un historien? Je crois que ce serait intéressant. Et puis, la question, c'est est-ce que vous pensez pouvoir faire de cela une espèce de tableau des maladies, en quelque sorte, de différentes époques, puisque c'est plusieurs siècles? C'est l'intérêt du travail, de travailler avec des historiens. Donc pour l'instant, on travaille un petit peu avec le musée Carnavalet. On espère un petit peu plus. Et c'est vrai qu'on voulait au départ faire en gros un cabinet d'ostéologie avec les maladies qu'on pourrait retrouver et si possible avec les provenances des ossements, notamment à travers les cimetières, le cimetière des Innocents, le cimetière Saint-Esprit. Mais c'est un petit peu difficile, il y a pas mal d'ossements de provenance inconnue, il y a eu beaucoup de transferts secondaires, donc c'est vraiment sous réserve. Mais le but effectivement est de répertorier de manière exhaustive l'ensemble des pathologies et d'en faire un tableau. Effectivement, le seul problème, c'est que c'est difficile il y a eu des ossements entre le 5e siècle, 6e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 19e. C'est très difficile de dater. Le carbone 14 peut être utilisé pour tous les ossements avant 1650. Le problème, c'est que ça coûte 1 000 €. Donc, est-ce qu'on aura des financements ou pas? Et pour après, c'est un petit peu compliqué pour les... Est-ce que vous avez pu faire la proportion d'ossements provenant d'enfants? Je suis frappé dans tout ce que vous nous avez montré qu'il n'y a que des os d'adultes. Or, il y avait une mortalité infantile majeure. Est-ce qu'il y avait des cimetières spécifiques pour les enfants, comme ça existe dans certains pays? Je ne sais pas, mais c'est vrai que sur l'ensemble des ossements pathologiques qu'on a retrouvés, il n'y a pas d'ossements d'enfants. C'est assez biaisé par le fait qu'on a accès, grosso modo, qu'aux ossements qui nous sont présentés. Et le vicomte de Thury, je pense, a sélectionné les ossements, donc des ossements adultes, des ossements assez imposants et assez, on va dire, en bonne santé, pour pouvoir faire ces consolidations et ces murs. Je pense qu'il y a beaucoup d'ossements pathologiques, peut-être d'enfants ou autres, qui sont en fait derrière. Et malheureusement, il faudrait avoir les autorisations pour pouvoir fouiller. Donc, il y a quelqu'un du musée Carnavalet qui met de côté les ossements pathologiques qui leur ressemblent, mais c'est difficile. Difficile, mais pour l'instant, pas d'enfants. Seulement, j'ai apprécié votre travail qui est bien intéressant et il faut dire que ces restes sont très relevants parce qu'on peut avoir siècles après et lot d'informations qu'on ne peut pas avoir, ou au moins not beaucoup avec les cendres seulement. Et j'ai un exemple for that. In Padoue, nous avons étudié les remains de Francesco Petrarca. J'ai eu le privilège de prendre avec mes mains ces os et nous sommes en train de les étudier, de publier les résultats. Une partie, l'étude historique de l'histoire de ces remains, qui est très compliquée, de ces restes de Francesco Petrarca, elle la présenterait à Cairo, au Congrès international. Mais nous avons pu dire que le corps de Francesco Petrarca, seulement parce qu'on avait les traces d'une blessure bien documentée, dû à un cheval qui avait coupé une jambe. Parce que pour le reste, on n'a pas
pu utiliser les carbonies radioactives parce qu'il n'y avait pas assez de matériel organique. Alors, c'est très important d'avoir... Et les crânes, ce n'est pas de Francesco Petrarca, c'est un crâne féminin. Alors, mais nous pouvons dire que les os du corps sont de Francesco Petrarca parce qu'il y a des marques, des maladies. On l'a enterré avec une femme ou on lui a coupé la tête? Je vais le dire à Cairo. Nous avons de différentes possibilités, mais pas celle que vous avez citée. Ce n'est pas parmi les plus probables. Alors c'est juste à titre indicatif, à Marville, qui est un village au nord de Verdun, il y a un cimetière curieux. Il est curieux parce que dans ce cimetière, on trouve un mur qui a été fait avec des ossements, exactement comme dans les catacombes. Il y a des crânes qui sont empilés, les fémurs sont empilés, les tibias sont empilés, et probablement sur une certaine largeur. Alors je ne me souviens plus comment ça se fait que ce mur a été construit. Je me suis pas renseigné avant de venir ici, j'ai oublié. Mais c'est quand même un point très curieux. Pourquoi un mur dans ce petit cimetière a été établi, construit.